Je n'ai pas attendu qu'on me donne l'autorisation, j'ai compris qu'au Sahel, demander l'accès était déjà une soumission. Quand le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé un satellite commun, ce n'était pas un projet technique, c'était un acte mental, un basculement brutal dans la hiérarchie invisible. Pendant des décennies, le pouvoir ne se jouait pas seulement sur le terrain, il passait par les signaux, par les données qui montaient vers le nord et par les décisions qui redescendaient exactement par le même chemin. Plus de 70% des flux numériques du Sahel dépendaient encore de centres hors du continent. Ce chiffre n'était pas une statistique, c'était une tutelle, une base militaire silencieuse dans l'orbite. Celui qui contrôle le ciel contrôle le tempo, celui qui contrôle le tempo impose la réalité. Puis quelque chose a basculé, pas dans un discours, dans l'architecture. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une idée jugée irréaliste est devenue un outil stratégique, pas un rêve panafricain. Une infrastructure. Car une fois que le flux ne passe plus par les mêmes mains, la hiérarchie se dérègle. Ce n'est pas une rupture soudaine, c'est une accumulation, accords gelés, aides conditionnées, espace aérien restreint. Chaque crise ajoutait une couche de lucidité. Sans contrôle des flux, aucune souveraineté n'est réelle. Ce qui rend l'affaire explosive, ce n'est pas le satellite, c'est la coordination. 3 capitales, une décision, un calendrier. Et soudain, ce qui semblait impossible devient inévitable. Le vrai bouleversement ne commence pas dans l'espace, il commence là où le silence change de camp, car ce que le Sahel est en train de faire n'est pas une revendication, c'est une reprogrammation du pouvoir, et si vous écoutez encore comme avant, vous manquerez le moment précis où ils ont cessé de demander la permission d'être vus. Je me souviens très bien du moment où tout a cessé d'être symbolique, quand les ajustements techniques sont devenus des lignes de fracture. Août 2024, un protocole de sécurité est suspendu, un accord d'accès aérien est brusquement refusé, un satellite militaire étranger perd sa licence de survol. Officiellement, on parle de détails, de procédures, d'optimisation. Mais à Ouagadougou, personne n'est dupe, ce n'est pas un bug, c'est une reprise de contrôle. Et ce moment révèle une vérité que les puissances préféraient laisser floue. La dépendance n'est jamais neutre. Elle décide qui peut agir quand tout se complique. Les données circulent mal, les ordres arrivent plus tard. À l'extérieur, on parle de panne. À l'intérieur, on comprend que l'architecture du contrôle vacille. Les réactions ne tardent pas. Contrat de maintenance gelé, garanties exigées. Appel prudent de Washington, mais dans le Sahel, une autre lecture s'impose. S'ils réagissent ainsi, c'est que quelque chose leur échappe déjà. La réponse n'est pas émotionnelle, elle est coordonnée. Ibrahim Traoré réunit ses homologues de Niamey et de Bamako. 3 signatures suffisent. L'alliance des États du Sahel prend forme. Son objectif n'est pas une posture, centraliser les flux militaires et spatiaux, mutualiser la défense, synchroniser les décisions. La scène paraît administrative. Elle est historique. Elle enterre un modèle vieux de 40 ans. À partir de là, la mécanique s'emballe. Des avions occidentaux se voient refuser certains survols. Les corridors logistiques se déplacent. Les centres de renseignement ferment progressivement, sans déclaration de guerre, sans explosion, mais avec un effondrement silencieux de l'ordre établi. Ce qui devait isoler le Sahel produit l'effet inverse. Il l'unit, Paris menace puis recule, Bruxelles convoque puis oublie, Washington observe, calcule, temporise. Pendant ce temps, sur le terrain, les bases se vident, les contrats miniers sont renégociés, les conseillers étrangers quittent les casernes sous escorte, et dans les villages du Nord, on ne parle pas de géopolitique, on dit simplement « Enfin, le ciel est à nous ». La dépendance, ce n'était pas une fatalité, c'était une habitude. Et une habitude, une fois brisée, ne revient jamais intacte. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le basculement devenait mesurable. Quand les chiffres ont cessé d'être chuchotés, pendant longtemps, on racontait le Sahel comme un récit politique, une posture, une narration de rupture. Mais les données, elles, ne racontent pas. Elles tranchent. Premier repère, l'échelle. En moins de 18 mois, les 3 États de l'Alliance réduisent de près de 60% leur dépendance technologique directe vis-à-vis des partenaires occidentaux. Cela signifie une chose simple, brutale. Pour la première fois, la majorité des transmissions militaires et administratives ne quittent plus le continent. Ce qui hier relevait de l'utopie devient
infrastructure. Et une infrastructure redéfinit toujours le champ du possible. Deuxième repère, la vitesse. La transition numérique et énergétique progresse 2 fois plus vite que prévu. En 2023, moins de 25% des installations de communication provenaient de fournisseurs africains. En 2025, ce taux dépasse 50%, production sous licence partagée entre Ouagadougou et Bamako. Ce n'est pas du progrès, c'est un signal d'autonomie. Chaque pourcentage gagné arrache une pièce au mécanisme de dépendance. Troisième repère, l'impact humain. Plus de 12 000 emplois techniques créés, antennes, logiciels, ingénierie orbitale. Ces métiers n'existaient pas localement 3 ans plus tôt. Chaque embauche répare un lien rompu entre le savoir et le territoire. Les ingénieurs ne quittent plus le continent pour exister. Ils y construisent leur futur. Ces chiffres ne décrivent pas seulement une transformation économique, ils modifient une architecture mentale. La peur recule, les marges de manœuvre s'élargissent. Ce que les chancelleries appelaient instabilité ressemble de plus en plus à un rééquilibrage, car le désordre des puissants est parfois la première forme d'ordre pour ceux qui se relèvent. Ibrahim Traoré résume cette mutation en une phrase sèche: le contrôle ne s'obtient pas par la force, mais par la compétence. Cette phrase ne cherche pas à convaincre, elle constate un déplacement. Les chiffres cessent d'être des indicateurs d'aide, ils deviennent des preuves d'existence. Et face à cette équation nouvelle, les anciens gardiens du système découvrent une réalité inconfortable. Il n'existe plus de solution stable pour restaurer l'ordre d'avant, car une fois que l'autonomie devient mesurable, elle devient défendable. C'est ici que la question devient inconfortable, parce qu'aucune rupture n'est pure, aucune libération n'est gratuite. Il serait trop simple de dire que ce tournant est unanimement salué. Dans les chancelleries occidentales, comme dans certains cercles africains, des voix s'élèvent, lucides, inquiètes, parfois légitimes. Premier reproche, la substitution. Changer de tutelle sans changer de logique. Certains diplomates affirment que l'alliance du Sahel, en se tournant vers Moscou ou Pékin, ne ferait que déplacer le centre de gravité de sa dépendance. Ils évoquent les précédents, dettes opaques, contrat verrouillé, dépendance inversée. L'argument mérite d'être entendu. Aucun partenariat n'est neutre, aucun allié n'est désintéressé. Mais cette lecture manque un point décisif. Ce que recherchent ces États n'est pas un protecteur, c'est une marge, comme le formule un ancien conseiller malien. Il ne s'agit pas de trouver de nouveaux maîtres, mais d'obtenir le choix. Et obtenir le choix, dans un système longtemps verrouillé, constitue déjà une rupture structurelle. Deuxième critique, la fragilité interne, la vitesse du changement inquiète. Des économistes africains parlent de dépassement institutionnel, risque d'effondrement administratif, enthousiasme mal maîtrisé. La critique n'est pas infondée, toute transformation rapide expose des failles. Mais l'expérience récente apporte une réponse silencieuse. Les erreurs ne se perdent plus en perte de souveraineté, elles se paient localement, et cette différence change tout. Le coût de l'échec devient interne, corrigeable, non structurel, non imposé de l'extérieur, puis viennent les accusations les plus dures, dérives autoritaires, verticalité du pouvoir, rhétorique nationaliste. Mais cette lecture oublie une donnée essentielle. Lorsque la légitimité externe s'effondre, la légitimité interne se reconstruit ailleurs, dans la capacité à agir, dans la réponse concrète aux besoins immédiats. Le débat cesse alors d'être seulement institutionnel, il devient moral. Vaut-il mieux dépendre d'une démocratie lointaine ou répondre à un peuple proche ? La question dérange parce qu'elle ne propose pas de réponse confortable. Observer les faits sans passion conduit à une conclusion moins idéologique. Le Sahel ne rejette pas le monde. Il renégocie sa place, il refuse l'exclusivité. Et cette nuance explique pourquoi l'ancien système réagit sans parvenir à se stabiliser, car le seuil est proche et une fois franchi, plus rien ne peut redevenir seulement diplomatique. Le 12 janvier 2025, un signal apparaît dans le ciel du Sahel, un signal qui n'appartient à personne d'autre qu'à eux. Les écrans affichent un logo, AUSAT-1, le premier satellite conjoint du Burkina Faso, du Mali et du Niger entre en orbite. À cet instant précis, le débat cesse d'être diplomatique, il devient existentiel. Ce n'est plus une promesse,
c'est une réalité physique. Le ciel, longtemps loué, est désormais possédé. Et une fois qu'un territoire cesse d'être emprunté, toute la carte du pouvoir commence à dériver. Le lancement n'a produit aucune explosion. Il a provoqué quelque chose de plus dangereux, une perte de certitude. Dès les premières semaines, les conséquences s'enchaînent sans bruit. Les ministères réécrivent leurs protocoles. Les images satellites ne viennent plus d'Europe. Les plans de vol militaires cessent d'être soumis à validation externe. Un diplomate français le reconnaît à demi-mot. Nous ne savons plus ce qu'il voit et ne plus savoir dans une relation de pouvoir, c'est déjà perdre du terrain. Pour les entreprises, la secousse est économique. Les chaînes logistiques doivent se reconfigurer. Les licences sont renégociées. Les flux financiers se régionalisent. Les sociétés minières révisent leurs contrats sous de nouvelles règles. Certains acteurs occidentaux se retirent sans communiquer. Ils laissent à la place à d'autres consortiums. Le commerce intrarégional progresse de près de 28% en un an. Ce n'est pas une croissance, c'est un déplacement du pouvoir productif. Mais la rupture la plus profonde est chez les citoyens. Dans les zones rurales, AUSAT 1 apporte enfin une connexion stable. Les écoles diffusent leurs cours, les agriculteurs consultent la météo. Une femme à Coro résume le basculement en une phrase simple: nous ne parlons plus à travers eux. Cette banalité apparente marque un tournant psychologique. La dépendance cesse d'être un réflexe, elle devient un choix. Et maintenant, la question n'est plus: peuvent-ils revenir en arrière? La question est: que se passe-t-il après la rupture? Car aucun basculement n'est définitif, il ouvre des trajectoires et chacune a un prix. Le scénario le plus probable est celui d'une continuité maîtrisée. Le Sahel avance sans fracas, les structures se consolident, les partenariats deviennent techniques plus que politiques, mais il existe aussi le scénario du pire: rivalités internes, corruption sous de nouvelles formes, alliances fissurées, satellites en panne faute de maintenance, autonomie redevenue fiction, rupture transformée en isolement. Entre ces trajectoires, rien n'est écrit. La souveraineté n'est jamais un instant, c'est une discipline. Et cette histoire dépasse le Sahel. Elle pose une question à toutes les sociétés: qui contrôle ce qui nous relie? Les câbles, les serveurs, les orbites? Ignorer ces infrastructures, c'est accepter d'être gouverné sans le savoir. Si ce récit vous dérange, c'est qu'il touche juste. S'il vous inspire, c'est qu'il révèle une possibilité. Alors discutez-le, contestez-le, partagez-le. Pas pour célébrer un camp, mais pour rappeler une vérité simple: la révolution la plus durable n'est jamais bruyante. Elle commence le jour où l'on cesse d'emprunter son avenir.